Beste directie zorgprofessionals, dames en heren, chère direction professionnelle de la santé, mesdames et messieurs, je m'appelle Johan Staes et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire au nom de Iriscare, la commission communautaire commune de la région de Bruxelles-Capitale et des communautés francophones et néerlandophones. Goedemiddag iedereen, mijn naam is Johan Staes en ik heet u in naam van Iriscare, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brusselse Stedelijke West, de Franse en Nederlandstalige gemeenschapscommissie, van harte welkom op dit webinar. Laat mij beginnen met een paar praktische mededelingen. Dit is een interactief webinar, dus indien u vragen wilt stellen, kan u deze schrijven in de chat en wij beantwoorden de vragen dan in de loop van het webinar. Donc, il s'agit d'un webinaire interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et donc, nous répondrons ensuite aux questions au cours de ce webinaire. Mesdames et messieurs, la campagne de vaccination est en cours depuis quelques semaines. Environ 350 000 personnes en Belgique ont déjà reçu une ou deux doses du vaccin qui nous débarrassera du virus COVID-19. Dus de vaccinatiecampagne is al enkele weken lopende. Ongeveer 350.000 personen kregen reeds 1 of meer dosissen van het vaccin dat ons eigenlijk moet verlossen van het COVID-19-virus. Bedoeling van dit webinar vandaag is u wat meer uitleg te geven over de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne en eigenlijk de vaccins zelf. Straks zal de heer Jurgen Drogge u meer informatie bezorgen over het praktische verloop van een vaccinatiemoment. En zullen mevrouw Veerle Bertels en mevrouw Anne Kudiakov van Artsen zonder Grenzen u graag meer info geven rond sensibilisering. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui est de vous donner plus d'informations sur la poursuite de la campagne de vaccination et sur les vaccins eux-mêmes. Donc, plus tard, Monsieur Jurgen Drogge vous en dira plus sur la préparation pratique des journées de vaccination et Mesdames Veerle Bertels et Anne Kudiakov de Médecins sans frontières vous donneront aussi plus d'informations sur la sensibilisation. Mais d'abord, le principal, nous entendons beaucoup parler du vaccin et vous avez sans doute encore quelques questions sur les vaccins. C'est pourquoi nous avons invité, nous avons le docteur Yves van Latem avec nous aujourd'hui. First thing first, een vaccin, we horen daar heel veel van en u hebt ongetwijfeld nog heel wat vragen. En daarom hebben we eigenlijk dokter Yves van Latem vandaag onder ons midden. Dokter van Latem is als interfederaal woordvoerder van de strijd tegen het coronavirus vaak in de pers. En hij is als dokter-viroloog verbonden aan het UMC Sint-Pieters. Le docteur Van Latem, il est souvent dans la presse et en tant que porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus, il est médecin virologue à l'UMC Saint-Pierre et soyez le bienvenu. Docteur Van Latem, les vaccins se sont développés très rapidement. Les vaccins antigrippaux, le vaccin qui protège contre le virus de Pampelune, le vaccin contre les maladies à pneumocoque, ce sont les résultats des décennies de recherche. Donc, laisse-moi ouvrir une porte. Les vaccins contre le Covid sont-ils sûrs et certains? Et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Mais nous allons effectivement essayer dans une grosse demi-heure de parcourir ensemble ce domaine, vous rappeler un peu ce qu'est la vaccination. On va repositionner brièvement le Covid, que vous connaissez malheureusement, et comme beaucoup d'entre nous, douloureusement de trop. Et on va revoir un peu où on en est dans les vaccins et pourquoi on peut dire que ces vaccins non seulement fonctionnent, mais qu'ils sont sûrs. On peut passer à la diapositive suivante aussi, c'était purement le titre. Je voulais juste y rappeler que je suis aussi président de la section vaccination du Conseil supérieur de la santé, donc c'est un petit peu en ce sens-là que ma place ici peut être justifiée.
Bien, vous savez tous qu'effectivement, on s'est trouvé là de manière un peu surprenante pour nous tous, à tort ou à raison d'ailleurs, surprenant devant une pandémie d'un virus qui se transmet facilement par à la fois les sécrétions respiratoires, les sécrétions qu'elles soient éminemment sorties, directement sorties de nos voies respiratoires, les postillons que nous émettons, dans certains cas des micro-aérosols que nous émettons aussi, et aussi ces postillons lorsqu'ils sont déposés sur les surfaces inertes autour de nous, un bureau, une table de nuit, des barreaux de lit ou autre chose du même style. On sait que ce sont des virus qui mutent facilement et que pour l'instant, nous devrons probablement être confrontés de plus en plus dans les mois qui viennent avec les nouveaux mutants qui, presque par définition, sont des mutants sélectionnés sur base d'une plus grande facilité pour eux de survivre. Plus grande facilité pour eux de survivre, ça veut dire qu'ils se transmettent plus facilement. Et ça, c'est un point qui, effectivement, n'est pas forcément positif pour nous. Et vous savez aussi que c'est une pathologie qui a une variété extraordinaire de formes cliniques depuis le plus souvent une forme asymptomatique, 30-40% des cas à peu près. Il y a d'autres des formes qui sont simplement des formes localisées, petits syndromes grippaux, maux de tête, troubles de l'odorat et du goût, jusqu'à malheureusement des maladies extrêmement sévères qui conduisent à l'hôpital, aux soins intensifs, au bout d'un respirateur et dans un pourcentage de cas de plus en plus important que l'âge avance, malheureusement conduisant eux aussi au décès. Les gens qui guérissent ont une partie d'entre eux, une partie mineure, mais enfin qui n'est pas insignifiante, des syndromes qui persistent après la phase aiguë de la maladie. Ceci est une raison supplémentaire d'ailleurs pour ne pas faire cette maladie, même si on s'en tire bien. Il n'est pas agréable pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'avoir encore des handicaps, par exemple une fatigue prononcée, des céphalées, des troubles musculaires ou autre chose du même style. Diapositive suivante qui vous montre les courbes qu'on a tous connues, les premières grandes vagues à peu près simultanées dans pas mal de pays européens au niveau du mois de mars et avril, la période de l'été qui fut pour beaucoup de pays, je dirais probablement sauf entre autres pour les États-Unis, relativement calme. Et puis cette deuxième vague dans laquelle la Belgique était malheureusement la championne d'Europe, si on peut dire, si pas la championne du monde, du nombre de contaminations par 100 000 habitants, et qui nous a poussé à avoir des mesures relativement sévères, encore le semi-confinement qu'on connaît actuellement, et qui nous permettent par contre maintenant d'être moins largement frappés que d'autres pays comme les États-Unis, la France ou l'Angleterre que vous voyez ici sur cette diapositive. Diapositive suivante. Alors ça, c'est l'impact il y a quelques jours de la pandémie, hein, de l'ordre, comme vous voyez, par le monde, plus de 2 millions de décès, de plus de 100 millions de cas, et il y en a beaucoup plus, bien sûr, ce sont les cas purement répertoriés sur la base d'un test positif. Et en Belgique, nous avons actuellement plus de 725 000 personnes officiellement ayant été atteintes du Covid. Il y en a probablement au moins le double, si pas 2,5 fois cela, et un nombre de décès qui dépasse largement maintenant les 21 000 décès, en rappelant que c'est dans les collectivités, et tout spécialement bien sûr les collectivités de personnes âgées, beaucoup plus que les autres, qu'une grande majorité des décès se sont produits, puisque par rapport aux personnes âgées, aux maisons de repos et de soins, 58% de la mortalité totale était chez des résidents de ce type d'institution. Diapositive suivante. Alors, ce sont les courbes de mortalité que l'on revoit différemment ici. La première grande vague, cette espèce de grande dent brune que vous voyez là au début de la diapositive, et la deuxième vague que vous voyez qui vient de se terminer très lentement, puisque nous sommes un peu sur le plateau qui succède à cette deuxième montagne. Diapositive suivante. L'impact, on le sait, a été considérable sur notre vie, non seulement un impact de santé, mais un impact aussi de santé psychologique, un impact sur notre liberté d'exercer nos talents dans des milieux divers, sportifs ou autres, perturbation de la scolarité des jeunes, même si la Belgique est un des pays qui a le plus préservé la scolarité au cours du temps, gros impact psychologique, bien sûr, tant dans la dépression qu'éventuellement dans les violences conjugales, impact sur les soins de santé d'autres maladies. Beaucoup moins de gens se font suivre et ou dépister pour des maladies cardiovasculaires ou le cancer, par exemple, et donc il y aura là certainement un prix à payer. Et puis, quand on parle de prix à payer, ben, impact certain au point de vue financier dans la poche de chacun d'entre nous et dans la poche de l'État belge à la fin. Diapositive suivante.
Alors, clairement, il faut donc que nous ayons une immunité. Une immunité contre cette maladie ne peut arriver que de deux manières, soit spontanément, laissant évoluer la maladie, c'est l'immunité naturelle, soit en vaccinant. L'immunité doit être là pour protéger d'une part les plus faibles et puis indirectement, parce qu'on appelle l'immunité de cohorte, protéger ceux qui ne sont pas vaccinés ou ceux qui ne sont pas capables de réagir au vaccin parce que leur système immunitaire est trop usé, trop âgé par exemple, en faisant une sorte de barrière de gens vaccinés autour d'eux, empêchant ainsi le virus de trouver cette cible fragile parce qu'il n'est pas transmettable chez des gens qui auraient des moyens de protection induits par la vaccination. Diapositive suivante. L'immunité naturelle a été un fantasme qui a été poursuivi par plusieurs au début de la pathologie, vers mars-avril. On se rend compte sur l'étude que vous voyez projetée ici et sur le modèle qui a été employé ici. Et la Belgique se trouve à la 6e place en partant d'en bas, Belgium, comme vous voyez, que si on voulait obtenir une immunité naturelle suffisante, de l'ordre de 70% dans la population, le prix à payer pour la Belgique, c'est la boule rouge au bout de la barre belge. Si vous descendez, eh bien vous trouvez sur 0,08, c'est-à-dire 80 000 décès à peu près. Alors on peut discuter si 70 000, 80 000, ça vous montre simplement le niveau où on devrait se positionner. Je vous rappelle qu'on a déjà malheureusement déploré plus de 20 000 morts. Nous aurions probablement encore 50 à 60 000 morts supplémentaires pour avoir une immunité dans la population et je pense que personne n'est prêt, heureusement, à payer ce genre de prix-là, la vaccination restant alors la seule solution pour, sans dégâts, obtenir cette immunité dans la population. Diapositive suivante. Et ce n'est pas nouveau que l'OMS dise que la vaccination est un élément fondamental dans l'évolution de la santé publique. On estime que, de par le monde, les deux mesures qui ont permis de sauver le plus de vies, ce ne sont pas les antibiotiques, ce ne sont pas les médicaments pour le diabète ou autre chose, mais c'est d'avoir de l'eau propre, de l'eau potable dans les tuyaux de distribution de nos villes, et d'autre part, la vaccination. Ce sont les deux apports majeurs. Ici, c'est pas l'eau qui est le vecteur, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, c'est le vaccin qui pourra nous permettre de sortir de cette situation problématique. Diapositive suivante. Alors, c'est quoi un vaccin? Je l'ai mis de manière extrêmement simple. C'est quelque chose qui doit développer notre immunité. Ça doit être immunogénique. Il faut bien sûr que ça parte d'un microbe, et là, le Covid, on peut le dire, le SARS-CoV-2, c'est réellement un microbe qui est pathogène, c'est pas un microbe avec lequel nous vivons en bonne sympathie. Il doit produire une immunité qui nous protège, pas simplement des anticorps qui ne servent à rien, mais des anticorps dits neutralisants, qui vont neutraliser l'adversaire qui est en face de nous, sans bien sûr engendrer la maladie chez l'individu. Sans ça, on aurait un prix là à payer qui soit trop conséquent. Et on va non seulement engendrer la maladie, mais sans porter à conséquence, et j'aurais dû rajouter cette phrase, sur le reste de sa santé par des effets secondaires qui seraient trop importants. Et on va développer ça dans le reste de l'exposé. Diapositive suivante. Alors, il existe globalement actuellement plus de 200 vaccins qui sont à des phases diverses de développement. Tous n'arriveront pas pour le Covid au stade de la commercialisation, c'est extrêmement clair. Il y a plus d'une vingtaine de vaccins qui sont testés actuellement sur des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Or, comme vous savez, on parle actuellement de 3-4 vaccins. Ça veut dire qu'il y a encore en réserve pas mal d'autres vaccins qui pourraient arriver dans les mois qui viennent. Ils devront éventuellement trouver leur place, bien sûr, en fonction de la situation épidémiologique. Et ce qui est actuellement prévu en Belgique pour l'année que devant nous, c'est d'une part des vaccins que vous connaissez bien maintenant par leur nom, le Pfizer et le Moderna, qui sont basés, et on va voir en quelques mots tout de suite de quoi il s'agit, sur une plateforme de développement qui s'appelle la ARN messager. Il y aura une troisième firme présente d'ici peu de mois dans le même domaine, c'est la firme allemande CureVac. Il y a d'autre part un vaccin qui vient d'arriver, dont on a parlé, c'est le vaccin AstraZeneca qui est basé sur ce qu'on appelle des virus d'un facteur viral, mais qui est ici non réplicatif, donc c'est un virus qui ne sait pas se multiplier dans notre organisme. C'est le vaccin AstraZeneca et celui de Janssen, la firme belge, développé avec Johnson Johnson, le géant pharmaceutique américain. Et alors, il y aura effectivement un ou deux vaccins basés sur des vieilles techniques vaccinales dans lesquelles on prend un élément purifié du microbe, ici la fameuse protéine S dont maintenant tout le monde a entendu parler, et on lui adjoint un adjuvant, très souvent, pour faire un vaccin qui ressemble un petit peu, si on peut se permettre, à ce qu'on a dans des maladies plus
classiques comme par exemple la protection pour le cancer du col ou le vaccin contre la grippe. Diapositive suivante. Alors, vous voyez ici ces différents vaccins résumés un peu dans un tableau devant vous et vous montrant quoi? Vous montrant que la Belgique a commandé des quantités colossales de vaccins. Nous avons de quoi vacciner plus de 2 fois la population belge, avec des vaccins pour lesquels certains d'entre eux n'ont pas encore passé au niveau des discussions et des je ne vais plus à trouver le mot, mais en tout cas de l'avis des grandes instances internationales qui doivent voir si ce vaccin est adéquat ou pas, comme l'Agence du médicament européenne, l'EMA, ou l'Agence américaine, la FDA. Mais pour celles qui l'ont déjà fait, on a des taux de protection qui atteignent 94-95% pour le Pfizer et pour le Moderna, et les taux de protection qu'il faut d'ailleurs corriger ici, qui sont entre 70 et 80 et quelques pourcents pour le vaccin AstraZeneca, mais dont nous allons parler parce que son taux de protection pour les formes graves est tout aussi bon que pour les 2 vaccins de Moderna et de Pfizer. Ce sont des vaccins qui demandent d'être injectés pour l'instant 2 doses, à des temps différents d'ailleurs d'un vaccin à l'autre, et d'autre part, qui doivent être pour certains conservés, on en a beaucoup parlé, dans des conditions qui ne sont pas faciles, des conditions de grand froid, comme le vaccin par exemple de Pfizer conservé à moins 75 degrés, ce qui ne le rend pas très facile effectivement à distribuer, au contraire d'un vaccin comme AstraZeneca qui se conserve dans un frigo banal entre 2 et 8 degrés. Diapositive suivante. Alors là, c'est un peu une sorte de résumé de ce que l'on voudrait faire en Belgique comme différentes phases de vaccination. On a commencé, vous le savez, à part quelques cas en décembre, à vacciner en début janvier, à partir du 5 janvier. On a commencé avec le vaccin Pfizer, c'est sur la 2e ligne, s'y ajouter le vaccin Moderna, se rajoute maintenant le vaccin AstraZeneca, devrait se rajouter au cours du temps, comme vous le voyez, et ça se trouve à peu près au mois d'avril, le vaccin de Johnson Johnson et de CureVac, et tout ceci pour vacciner d'abord ceux qui sont les plus fragiles, les plus âgés, ceux qui ont le plus d'autres maladies, ce sont les maisons de repos. En Wallonie, aujourd'hui, les derniers patients recevaient leur 2e dose de vaccination. Pour Bruxelles, je ne connais pas les chiffres exacts, on doit bientôt probablement être à peu près à le même genre de situation, mais on le saura de manière plus précise dans la suite des exposés. Pour faire suite après les gens qui résident ou travaillent dans les maisons de repos, aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux, d'abord ceux qui sont effectivement en première ligne, et puis les autres personnes. Et je pense que le reste de la planification vous sera exposé par d'autres personnes après moi. Diapositive suivante. Alors pourquoi ces vaccins et comment ces vaccins surtout ont-ils pu être créés avec une vitesse qui ressemble un peu à celle de Speedy Gonzalez dans les bandes dessinées, en se disant, mon Dieu, en faisant aussi vite, est-ce qu'on ne risque pas de sortir de la route et de faire quelque chose qui ne soit pas non seulement pas efficace, mais qui éventuellement soit efficace, mais qui soit potentiellement toxique. Diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement des vaccins ici est finalement arrivé à un moment assez exceptionnel. Et si on peut dire le Covid est arrivé maintenant, c'est mieux que s'il était arrivé il y a 10 ou 15 ans, parce qu'on n'aurait jamais pu s'en sortir de la même manière. Effectivement, les progrès de la génétique ont été tels que maintenant, dès qu'on identifie un agent pathogène, il est identifié ici début janvier, en ayant les 72 heures, on avait le code génétique de ce virus. Code génétique qui a pu être réparti de par le monde dans les grands centres de recherche, dans les grandes firmes, et qui a pu ainsi être étudié et pour lequel les différentes équipes scientifiques ont pu rechercher quelle était la meilleure manière de lutter contre lui, tant pour des médicaments, et on le sait malheureusement avec pas tellement de succès pour l'instant, qu'au point de vue vaccinal. On a aussi pu développer au cours des dernières décennies de nouvelles plateformes vaccinales, à la fois pour des besoins vétérinaires, mais aussi pour des besoins d'autres maladies, comme des maladies exotiques, la dengue, le Zika, le chikungunya. Et ces plateformes vaccinales nouvelles, permettant entre autres la production massive, très rapide de vaccins, étaient en phase de développement, ce qu'on appelle les phases 2 et les phases 3, sur plusieurs centaines de personnes, et pour certaines d'entre elles, plusieurs milliers de personnes. Mais il faut bien reconnaître qu'en dehors du monde vétérinaire, aucun de ces vaccins n'était encore sorti dans la pratique, n'était encore passé justement par l'inspection des autorités européennes ou américaines à ce niveau-là. On a pu compter très très vite sur le fait qu'on connaissait bien la clé par laquelle ce virus entrait en nous. Pourquoi? Parce que le virus ici,
le SARS-CoV-2, eh bien, il utilise la même clé d'entrée que d'autres coronavirus qui nous ont frappés il n'y a pas tellement longtemps. On songe au fameux SARS qui a répandu, c'est vrai, la frayeur vers 2003-2004. Il donnait 10% de morts chez les personnes qui touchaient. On songe au MERS, qui est un virus qui a commencé à agir au niveau du Proche-Orient vers 2012, qui est transmis par les chameaux, entre autres, et on a plus de 30% de mortalité. Et donc, des firmes s'étaient déjà lancées dans la recherche de vaccins contre ces pathologies. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'on avait ici un coronavirus qui avait une clé d'entrée finalement pas très différente, mais un peu différente bien sûr, des virus en question, eh bien les firmes ont simplement changé la substance qui leur servait à faire des vaccins contre ces deux autres pathologies par la partie qui intervient ici pour le SARS-CoV-2, cette fameuse protéine S spécifique du SARS-CoV-2. Il suffisait à ce moment-là de relancer des études sans partir de zéro, puisque ces plateformes avaient déjà montré leur efficacité potentielle pour lutter contre ces d'autres infections à coronavirus sévères. Il y a eu une mobilisation extraordinaire de par le monde, non seulement en nombre de personnes travaillant, je pense qu'il y a rarement eu des pathologies où autant de gens se sont penchés en même temps dessus, un peu partout par le monde, mais où des sommes d'argent colossales ont été avancées par des États comme les États-Unis, par des structures comme la Communauté européenne ou par des grandes firmes pharmaceutiques. Tout ceci est venu ensemble pour arriver dans une situation qui a été favorisée pour sa rapidité par deux autres très grosses modifications. Un, c'est l'examen simultané des données produites par les études vaccinales, non seulement par les chercheurs de la firme, qui sont des gens bien sûr payés par les firmes en question et dont certains pourraient mettre en doute éventuellement la fiabilité ou en tout cas le fait qu'ils soient impartiaux, mais aussi par les chercheurs payés, eux, par les États, de manière à ce que dans les agences régulatoires comme l'agence européenne, par exemple, on examine en même temps que le chercheur des firmes les résultats produits par les études. Et donc, il n'a pas fallu déposer des dossiers qui étaient examinés plusieurs mois plus tard avec un échange de courrier, mais tout s'est fait pratiquement online, par écran d'ordinateur interposé, de manière à ce que cela avance au niveau de la recherche et au niveau de la régulation, au niveau de l'inspection par les États à la même vitesse, ce qui a fait gagner un temps administratif absolument colossal. Soyons honnêtes d'ailleurs, en retardant d'autres études, d'autres recherches, parce que tout le monde était occupé à l'inspection de ce qui avançait dans le domaine de la vaccination contre le Covid. Et enfin, les sommes d'argent considérables en milliards qui ont été versées ont permis de construire ou d'activer des usines avant même que les médicaments ne soient reconnus par les agences régulatoires. Et donc, il y a eu un risque industriel pris permettant de produire d'emblée des millions et des dizaines de millions de vaccins avant même qu'ils aient été acceptés, quitte à devoir les mettre à la poubelle, si on peut dire, si ces vaccins étaient rejetés. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Ça pourrait être le cas d'autres firmes qui se sont lancées dans le même genre d'initiative. Diapositive suivante. Alors, on voit là cette petite boule qui est le virus avec à sa surface la protéine S, autrement dit en anglais la spike protéine. C'est elle qui sert de clé d'entrée et c'est contre elle que nous allons essayer d'avoir des moyens de défense, des anticorps qui vont la bloquer avant qu'elle n'entre dans nos cellules. Diapositive suivante. On voit ici sur cette diapositive simplement le décours classique qui prend de 7 à 15 ans pour un vaccin normal, avec toutes les étapes les unes après les autres, y compris les longs processus de tests de phase 1, de phase 2, de phase 3, qui prennent des années parce qu'il faut après ça échanger les dossiers, vérifier les questions qui sont posées, faire de nouvelles recherches, alors qu'ici les phases 1, les phases 2, les phases 3 se sont pratiquement superposées parce que les questions des agences régulatoires étaient directement envoyées et directement répondues sans perdre toute cette partie administrative des choses. Diapositive suivante. On a donc ces deux grandes plateformes et on va discuter d'elles, la plateforme liée à l'ARN messager et celle liée aux vecteurs viraux, sachant que la troisième partie, celle liée à l'isolement d'un antigène bien précis et éventuellement un adjuvant, n'apparaîtra pas sur le marché belge avant l'automne ou l'hiver et que donc c'est sur les deux premières que nous allons nous consacrer maintenant. Diapositive suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un ARN messager? Bien, l'ARN messager, c'est une substance qui est produite par une cellule de manière à demander à toute l'industrie cellulaire de produire des composantes comme des protéines, par exemple,
ou d'autres composantes nécessaires pour réparer la cellule ou pour assurer sa multiplication. L'ARN messager, ce n'est donc pas notre patrimoine génétique, mais c'est un plan que notre patrimoine génétique, c'est notre architecte, si on peut dire, c'est le pour que les ouvriers effectuent un certain nombre de travaux, un certain nombre de productions. Et c'est cet ARN messager que l'on va charger ici en lui mettant un petit segment du code génétique du virus. Nous avons là affaire à un virus à ARN. On insère un petit segment du code génétique du virus, celui qui sert justement à synthétiser la protéine S, et on vous injecte cela pour que vos propres cellules à vous fassiez la production de protéine S au niveau des muscles où on fait l'injection. On ne vous donne pas la protéine S, mais on vous fait produire vous-même cette protéine S de manière beaucoup plus efficace que si on la donnait telle qu'elle immédiatement. Cet ARN messager, il ne peut pas rentrer dans le noyau de la cellule, il ne peut pas rentrer dans notre patrimoine génétique. Nous n'avons pas de patrimoine génétique basé sur l'ARN, il est basé sur l'ADN, donc c'est quelque chose de vraiment différent. C'est un vaccin qui ne va pas vous injectez un vrai virus, il injecte un plan pour former une petite partie du virus, mais pas un virus qui peut vous donner l'infection. Et cet ARN messager, il est détruit en quelques jours de temps par des enzymes qu'on appelle les ARNases, que nous avons un peu partout dans l'organisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas l'injecter tel quel, sans ça il serait détruit en un quart d'heure, 20 minutes, mais qu'on doit l'injecter dans des particules de graisse, des particules lipidiques. Ces particules lipidiques vont le protéger, lui permettre de ne pas être directement détruit, lui permettre de rentrer grâce à la fusion de la particule avec les lipides de la paroi de nos cellules à l'intérieur pour qu'ils s'y produisent la production de cette protéine S. Ce sont des vaccins dans lesquels il n'y a pas d'adjuvant, pour ceux qui ont des craintes par rapport aux adjuvants. C'est des vaccins dans lesquels n'intervient pas des problèmes de latex ou autres. Et c'est des vaccins qui étaient déjà employés, comme je vous l'ai dit, dans le monde vétérinaire ou chez des humains dans des recherches sur des maladies comme Zika, chikungunya ou autres. Diapositive suivante. Alors, le gros avantage de ces vaccins, c'est qu'ils permettent de produire des quantités colossales. On peut produire ainsi chaque jour des millions ou des dizaines de millions de vaccins, ce qui est pratiquement infaisable avec les techniques vaccinales classiques. On aurait été dans l'incapacité de faire ce que, par exemple, Pfizer va faire cette année-ci en produisant entre 1 et 2 milliards de vaccins. Eh bien, on aurait produit probablement à peu près 10 fois moins. Donc, ces techniques vont nous permettre, tant pour nos pays que, je l'espère, pour d'autres pays qui sont moins riches, de produire des quantités de vaccins colossaux en très peu de temps. L'inconvénient, c'est que ces particules sont très fragiles et donc il faut les entourer de lipides et que ces lipides, actuellement, nécessitent encore une technique de froid qui rend leur transport, entre autres, et leur stockage plus complexe que d'autres vaccins. Mais là aussi, il est en train d'améliorer les choses et dans un futur proche, on devrait avoir ce type de vaccin qui puisse se conserver au frigo et pas dans les surgélateurs spéciaux dans les mois qui viennent en tout cas. Diapositive suivante. Ces plateformes vaccinales, oui, ont été identifiées maintenant de longue date comme étant des plateformes très adéquates pour répondre à une pandémie parce que justement, on peut produire des quantités de centaines de millions de vaccins très vite, ce qui n'était pas le cas avec les autres techniques vaccinales que nous avions jusqu'à présent. Diapositive suivante. La diapositive suivante. Ah, voilà. Alors, hop là, non, c'est une trop loin. Une en arrière, c'est moyen. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a sauté une diapositive? Voilà. Alors, les vecteurs viraux, eh bien, c'est un peu le même principe. Simplement, au lieu de vous donner un petit bout d'ARN qui va produire la protéine S, on vous donne un virus qui est un virus inoffensif. C'est un adénovirus. Il donne dans certains cas des petits maux de gorge, par exemple, ou des choses pareilles. Mais on l'a rendu ici totalement inoffensif. Il n'est même pas capable de vous donner un mal de gorge ou un rhume. Et dans ce virus, on inclut le petit fragment du patrimoine génétique du virus Covid, de manière à ce que lorsque ce virus est injecté, il vive pendant quelques jours, puis il meurt tout seul, parce qu'il est incapable de faire des bébés. C'est un virus qui est non réplicatif, mais qui est capable de synthétiser des protéines et de synthétiser, entre autres, cette fameuse protéine S, de la présenter à notre immunité, et comme pour les ARN messagers, de susciter ainsi nos moyens de défense, qui sont essentiellement des anticorps, mais aussi certaines cellules spécialisées pour lutter contre les infections virales. Diapositive suivante.
Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça marche? Diapositive suivante. Oui, ça marche. Et ça marche même mieux que d'autres vaccins que nous connaissons bien, puisque si pour les vaccins pour la grippe que vous voyez ici à gauche, les 3 premières barres, on a une activité variable entre 10-15% les mauvaises années, 40, 50, 60% les bonnes années. Ici, on se retrouve avec des vaccins qui protègent entre 70-80% au minimum et 95% au maximum. Donc, extrêmement efficace, du même ordre de grandeur que des vaccins contre la polio, contre la rougeole, contre l'hépatite A, par exemple. Donc, on a eu là à la fois des nouvelles techniques, mais des nouvelles techniques qui permettent de produire des vaccins particulièrement efficaces. Diapositive suivante. On va commencer par le vaccin de Pfizer, c'est le premier arrivé à tout seigneur, tout honneur. Eh bien, ce sont des vaccins qui ont été étudiés, et c'est un point important aussi pour concevoir la sécurité de ces vaccins. Ce sont des vaccins qui ont été étudiés sur des dizaines de milliers de personnes. La plupart de ces vaccins ont été étudiés dans des études où entre 15 et 20 000 personnes recevaient le vrai vaccin, et 15 et 20 000 personnes recevaient ce qu'on appelle un placebo, quelque chose d'inactif, de manière à voir la différence entre les deux groupes. Des groupes donc qui sont colossaux, et vous voyez avec des efficacités qui sont pour le moins frappantes, puisque on obtient ici 95% d'efficacité. Autrement dit, si on vous injecte du sérum physiologique, c'est ce qui est marqué placebo dans le tableau d'en bas, il y a 162 personnes qui font le Covid, alors que si vous recevez le vaccin, il y a 8 personnes qui font le Covid. Ce n'est pas 100% de protection, mais c'est remarquablement bien. Est-ce que l'infection sévère est aussi, elle, couverte? Eh bien oui. Si on reçoit le placebo, 9 personnes font une infection sévère. Si on reçoit le vrai vaccin, une personne fait l'infection sévère. Cela nous apprend qu'il y aura toujours un certain prix à payer, que la couverture ne sera pas, en tout cas actuellement, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera autre chose. Actuellement, elle ne sera pas de 100%, mais que la différence est pour le moins clairement bien établie. Diapositive suivante. Que voit-on? Eh bien, on voit que chez les gens de plus de 65 ans, c'est l'avant-dernière ligne, que pour les gens de plus de 75 ans, c'est la ligne entourée de rouge. Eh bien, ce vaccin vous protège aussi entre 95 et 100%. Ce sont des petits groupes de patients. Il faut avoir dans la vraie vie, mais ceci est extrêmement enthousiasmant, encourageant pour dire qu'on devrait obtenir le même genre de taux de protection lorsqu'on s'emploie à vacciner plus de gens de plus de 65 ou de 75 ans qui ont été inclus dans les études. Il faut souligner que les études ici incluaient malgré tout des gens de plus de 65-75 ans, ce qui ne se fait pas classiquement avec les études vaccinales, et que donc les producteurs de vaccins ont essayé de s'aligner sur le public cible de ces vaccins qui sont tout spécialement les personnes âgées, les personnes débilitées par exemple. Diapositive suivante. Vous voyez que pour le vaccin Moderna, je ne vais pas entrer dans les détails avec vous, vous avez le même genre de courbe remarquable ici sur le côté gauche. Si vous êtes vacciné, c'est la courbe au ras de la ligne de base, montrant qu'on n'en fait pratiquement pas d'infection. Et si vous n'êtes pas vacciné, c'est cette courbe qui monte comme ça à peu près à 45 degrés, vous montrant l'évolution naturelle des personnes non vaccinées qui reçoivent simplement un placebo. Donc, protection exactement du même niveau. Ce sont deux vaccins qui sont pratiquement des frères jumeaux, je dirais, entre le Moderna et le Pfizer, avec l'efficacité que vous voyez ici remarquable, puisque 30 cas sévères chez les gens qui ont le placebo, un décès malheureux chez les gens qui reçoivent le placebo, aucun cas sévère et forcément aucun décès chez les personnes qui reçoivent le réel vaccin. Diapositive suivante. Où on va voir ce qui arrive avec le vaccin AstraZeneca. On va surtout se concentrer ensemble sur les courbes, ce sera le plus lisible pour vous. Vous voyez toujours la courbe bleue, c'est l'évolution naturelle de la maladie si on n'est pas vacciné. Et vous voyez une courbe rouge ici qui est celle des gens vaccinés. On considère actuellement que le vaccin AstraZeneca, lorsqu'on prend la peine de le donner avec 12 semaines d'intervalle, vous donne 80% de protection contre toutes les formes de la pathologie. Et ce qui est le plus important, il vous donne, avec les données disponibles, une protection totale contre les formes sévères, c'est-à-dire que personne qui reçoit le vaccin ne se retrouve à l'hôpital, ne se retrouve en soins intensifs et ne décède. Et il faut bien quand même souligner que c'est ça le rôle fondamental du vaccin, c'est non seulement de nous éviter le côté un peu grippal désagréable, mais c'est quand même principalement d'éviter que nous soyons fortement malades. Le vaccin AstraZeneca donne les mêmes résultats à ce niveau-là que les vaccins de Pfizer ou de Moderna. Diapositive suivante. Combien de temps le vaccin est-il efficace?
ou quand, à partir de combien de temps plutôt est-il efficace? Alors on sait que les vaccins ARN messagers commencent à être efficaces au bout d'une petite douzaine de jours, 10-12 jours. Ils donnent à peu près 88% d'efficacité. Les vaccins à vecteurs viraux, et là je parlerai pour l'instant purement d'AstraZeneca, mettent un peu plus de temps à être efficaces. Il faut attendre 3 semaines pour être efficace. Et vous aurez vraiment 75% à peu près, 70 à 75% d'efficacité pendant le timing qui va entre la première injection et l'injection de rappel à la 12e semaine, pour aboutir à ce moment-là justement à un bon 80% d'efficacité. Et donc on peut se permettre d'attendre ces 12 semaines parce que pendant ce temps-là, on est déjà à plus de 70% de protection et on est déjà dans une full protection contre les formes sévères de la pathologie. Diapositive suivante. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Diapositive suivante. On va peut-être accélérer un peu le rythme des diapositives. Eh bien, oui, malheureusement, elle ne passe pas tellement bien ici, mais tout ça pour vous montrer en quelques mots que les effets secondaires de ces vaccins, ce sont les effets locaux que l'on connaît bien, des douleurs, des gènes au niveau du bras si on le touche ou si on le bouge, qui peuvent arriver fréquemment, qui peuvent arriver dans les études cliniques entre même 30 et 50% des gens. Mais la réalité de ce que les patients des maisons de repos montrent, de ce que le personnel de santé qui a été vacciné voit, c'est beaucoup plus bas que ceci comme taux d'effets secondaires locaux. Les effets secondaires généraux sous forme de maux de tête, de fatigue, de douleurs musculaires, parfois dans quelques dizaines de pourcents des gens, mais à niveau, il faut le souligner que, cela arrive moins souvent dans les gens vaccinés dans la vraie vie que dans les études. Pourquoi? Parce que dans les études, on vous pose 36 questions et vous êtes sûr de ne pas avoir mal, vous êtes sûr de ne pas avoir mal de tête. Et finalement, ben oui, on se dit, j'ai peut-être bien eu un peu mal de tête, donc ok, j'ai eu mal de tête. Mais ces effets secondaires disparaissent rapidement, ils apparaissent au bout d'à peu près 24 heures et au bout de 48 à 72 heures, ils ont effectivement disparu. Donc c'est un petit mal pour un grand bien par la suite. Diapositive suivante. Voilà, on a les chiffres qui sont repris là-bas. Diapositive suivante. L'AstraZeneca va vous donner des effets secondaires variables aussi, mais aussi avec des maux de tête, avec des douleurs musculaires. On dit peu de réelle fièvre, ça c'était les études cliniques. La vraie vie dans l'injection chez les patients en Angleterre nous montre qu'il y a de la température chez les personnes qui reçoivent le vaccin. Donc il ne faut pas s'en faire si on fait 37,8 ou 38, 24, 48 heures après la vaccination. Ça va s'en aller dans les 24 à 36 heures qui suivent. Donc vous voyez, la durée est limitée à peu près à 3 jours post-vaccination. Diapositive suivante. Est-ce qu'il y a des adjuvants? Non, il n'y a pas d'adjuvants dans les vaccins en question. Donc, ceux qui ont peur des adjuvants, la question ne se pose pas. Diapositive suivante. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à long terme? Diapositive suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on revoit l'histoire des vaccins qui ont été conçus durant les dernières décennies, 95% des effets secondaires sont découverts, notés, rapportés en ayant les 6 semaines après l'injection. Tous les dossiers qui ont été soumis pour l'instant aux instances régulatoires exigeaient pour cette raison-là que tous les patients qui faisaient partie des études aient au moins un recul de 2 mois après leur deuxième injection. Donc, on a pris une période supplémentaire de précaution pour vérifier bien que si effets secondaires il devait y avoir, on ait un maximum de chances de pouvoir les noter. Et c'est ainsi qu'on est arrivé au résultat que je viens de vous dire dans les effets secondaires, sans noter d'effets secondaires importants, sauf un d'entre eux, et on va y revenir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est aussi qu'il y a des registres extrêmement serrés, je dirais, de suivi qui sont mis en place. Tant au niveau national, c'est l'Agence du médicament qui est responsable, au niveau européen qu'au niveau mondial, patronné par l'OMS, dans lequel une connexion va se faire dans le rapport des différents effets secondaires, de manière à ce que l'on puisse très rapidement savoir si quelque chose se passe chez les vaccinés aux États-Unis, bien qu'on puisse le savoir chez nous en même temps, de manière à prendre des mesures éventuelles si tel ou tel vaccin a chez tel ou tel groupe de patients un effet secondaire indésirable qu'on n'aurait pas dénoté. C'est toujours possible, bien sûr, parce que même si on essaye un vaccin sur 10 000, 15 000, 20 000 personnes, il y a des effets secondaires qui peuvent n'arriver qu'une fois tous les 100 000. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut des campagnes de vaccination importantes pour pouvoir percevoir ces effets secondaires extrêmement rares. Un d'entre eux, on va en parler dans quelques instants, ce sont ces réactions anaphylactiques très rares, mais qui peuvent exister.
Diapositive suivante. Les réactions allergiques, allons-y, c'est la diapositive suivante, ce que je voulais vous parler. Alors, qu'est-ce qu'est la réaction qu'on a découvert vraiment sur le terrain? Eh bien, cette réaction qui est très rare, c'est une personne tous les 100 000 après 100 000, 120 000 qui est vaccinée, peut avoir ce qu'on appelle une réaction anaphylactique, une réaction qui se manifeste par une chute de tension, parfois par des difficultés respiratoires, effectivement, et qui est liée à un des composants lipidiques qui est présent dans le vaccin, de manière à le stabiliser, de manière à éviter que l'ARN de ces vaccins Pfizer ou Moderna ne se dégrade. C'est la raison pour laquelle il faut surveiller les personnes pendant 15 à 30 minutes. Et c'est la raison pour laquelle on demandera à tout le monde de rester 15 à 30 minutes après la vaccination, de manière à vérifier si ça se produit, c'est le timing dans lequel ça se produit, et de pouvoir lui injecter le médicament qui s'appelle l'adrénaline, qui va parfaitement lutter contre ça. Sur les quelques dizaines de cas connus de par le monde pour l'instant, toutes les personnes ont parfaitement récupéré après avoir reçu le traitement adéquat, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tout seul dans son coin, dans son bureau, donc il faut rester présent pendant 15 à 30 minutes pour vérifier. Et c'est des choses qui sont arrivées essentiellement chez des personnes qui avaient des allergies après une vaccination, qui avaient fait des grosses réactions allergiques. On ne parle pas d'un bras qui faisait un petit peu mal, mais qui a fait déjà des réactions allergiques après d'autres vaccins ou qui avaient un très gros passé allergique chez eux. Diapositive suivante. Contre-indications, on va passer là-dessus, ce sont des noms plus pour les médecins qu'autre chose. Diapositive suivante. Est-ce que la femme enceinte ou allaitante ou désirante enceinte peut être vaccinée? Oui. Le Conseil supérieur de la santé a clairement statué qu'il ne recommandait pas de vacciner la femme enceinte en tant que femme enceinte parce qu'elle était enceinte, mais que si quelqu'un qui est enceinte ou qui souhaite être enceinte doit être vacciné parce qu'elle est à risque, comme participant aux soins de santé, par exemple, ou qu'elle est une situation sanitaire, obésité, diabète et autres qui la met à risque, la balance bénéfice-risque l'emporte très clairement. Nous n'avons pas de raison théorique de penser que ces vaccins peuvent présenter un problème chez la femme enceinte. Les expériences chez l'animal ne montrent absolument rien, mais comme toujours en vaccination, on ne vaccine jamais les femmes enceintes en première lorsqu'on en prend un vaccin, et c'est l'expérience sur le terrain qui nous montre ce qu'il en est, auquel s'additionnent des études faites par les firmes, et des études sont lancées maintenant par les différentes firmes. On voit que le vaccin est bien toléré dans la population générale pour pouvoir le tester chez les femmes enceintes. Au départ, rien ne laisse penser qu'il y a un problème, et donc on peut parfaitement, en tant que femme enceinte, si nécessaire, ou en tant que femme pouvant devenir enceinte, être vaccinée. C'est vrai pour l'allaitement de la même manière. Je pense qu'on va pouvoir passer nos deux diapositives, parce que ça parle de la grossesse et de l'allaitement, je pense, en tout cas, si je ne me trompe pas. Passons à la suivante déjà pour voir. Voilà, c'est ça ce que je viens de dire, donc on peut passer à la suivante, c'est ce que je vous ai résumé en quelques mots. Pour les lecteurs viraux, c'est exactement la même chose. À la suivante. Peut-on faire se vacciner si on est malade, mais il vaut mieux pas? Pourquoi? On risque pas d'être plus malade. Simplement, si vous avez des effets secondaires comme la fièvre, un peu mal partout à cause du vaccin, et que ça se rajoute à votre maladie, il n'y a plus personne qui va comprendre ce qui se passe exactement. Donc, il vaut mieux attendre, et on dit qu'il vaut mieux attendre une quinzaine de jours d'être bien, d'être rétabli pour être vacciné si on était malade, qu'on soit d'ailleurs malade du Covid ou d'une autre maladie virale ou autre. Diapositive suivante, on est pratiquement au bout, je pense, des diapositives. Si on a des anticorps, si on a déjà fait le Covid, est-ce qu'on a intérêt à être vacciné? Eh bien oui, on pense qu'on a intérêt à être vacciné parce que quand vous faites le Covid, vous faites des anticorps contre une souche bien précise du Covid. Et le vaccin a l'avantage de vous faire générer des anticorps avec un spectre beaucoup plus large contre différentes formes de Covid et éventuellement contre ces fameux variants qui commencent à nous arriver. Donc, la tendance actuellement est que oui, si vous avez déjà fait le Covid, vous avez intérêt à être vacciné, non seulement pour relancer votre immunité, pour avoir plus d'anticorps, mais aussi pour élargir le spectre de vos anticorps et être mieux capable de lutter contre les nouveaux variants. On sait maintenant qu'en Afrique du Sud, par exemple, le fait d'avoir fait un Covid avec la souche virale qui nous est venue d'Asie, eh bien, ne protège pas bien contre le nouveau variant, alors qu'il y a une protection, pas totale, mais significative, induite par le vaccin. Le vaccin reste donc un plus, même pour ceux qui ont déjà fait un Covid. Et je propose peut-être de nous arrêter à ceci et de passer aux questions
s'il y avait des questions bien spécifiques. Merci pour votre attention. En tout cas. Oui, ok, merci, merci Dr. Van Laten. Oui, on a déjà reçu quelques questions. Je vais en regrouper deux ou trois. Est-ce qu'une personne vaccinée peut quand même être encore un vecteur de la maladie? Donc, je pense que c'est ça sur la transmission. Hein, mais... Tout à fait, c'est une bonne question. C'est tout le problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on a des premiers éléments sur le risque de transmission. Le vaccin est là au départ, il est fait pour que vous soyez protégé, que vous ne soyez pas malade et certainement pas très grièvement malade, c'est le plus important, mais aussi, je dirais, accessoirement, mais c'est plus qu'accessoire, pour éviter que vous soyez vous-même un pion dans la transmission du virus, que vous soyez protégé comme par un blindé, vous n'êtes pas malade, mais la balle du virus ricoche sur votre pharynx, sur vos voies respiratoires par exemple, et puis est retransmise à quelqu'un d'autre sans que vous en souffriez et que l'autre personne qui n'est pas immunisée, elle puisse faire la maladie. Et ce taux de protection-là n'est malheureusement pas encore connu, on devrait l'avoir dans les quelques mois devant nous. On l'estime à au moins de l'ordre de 50%, on espère plus que 50%, mais donc en deux mots, oui, pour l'instant, on ne peut pas encore dire que quelqu'un de vacciné ne peut pas transmettre la maladie s'il attrapait le virus de quelqu'un pour le retransmettre à quelqu'un d'autre. N'oublions pas non plus que le vaccin n'est pas à 100% efficace et que donc certaines personnes, malgré la vaccination, même si elles sont jeunes, en bonne santé, peuvent encore faire la maladie et donc peuvent alors transmettre bien sûr le virus. Ok. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les personnes qui sont vaccinées contre le grippe? Est-ce qu'ils sont moins, est-ce qu'ils attrapent moins vite le Covid ou est-ce que ça c'est du fake Non, il n'y a pas de news? lien, effectivement. Il n'y a pas de lien entre les deux, au sens que le vaccin contre la grippe, le virus de la grippe et le Covid ont des points communs. Ils ont le même, aussi un ARN comme mémoire génétique, mais c'est le seul point commun. Et donc, il n'y a pas de protection croisée entre les deux vaccins. Le fait d'avoir besoin de faire un vaccin n'empêchera pas d'avoir besoin de faire l'autre, si on peut dire, lorsque de nouveau ces virus circuleront ensemble. On sait que cette année-ci, la grippe n'est pas apparue parmi nous. C'est tant mieux, ça nous a évité des problèmes, mais que sa grippe va réapparaître dans le futur lorsque le Covid fera plus partie de nos habitudes, malheureusement, et que chaque année, il y aura du Covid et qu'il y aura de la grippe. Eh bien, pour l'instant, il faut effectivement se vacciner encore avec deux vaccins différents. L'un ne protégera pas pour l'autre. Ok. Quelques questions sur la contre-indication ou le processus de la création du vaccin. Donc, vaccin AstraZeneca. La population vaccinée étant plus jeune, ceci ne fausserait pas le résultat final obtenu d'aucune forme grave de Covid. Est-ce que Tout à fait. Mais donc, la question est très bonne et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la précaution en Belgique comme d'autres pays de ne reconnaître le vaccin que jusqu'à 55 ans, alors que les autorités européennes ont reconnu le vaccin, quel que soit l'âge, sans limite d'âge. Et la personne a tout à fait raison de poser la question. On sait qu'on a une protection de l'ordre de, si on prend 12 semaines, 80% contre les formes banales, non gravissimes de la pathologie. On sait que chez les gens jusqu'à 55 ans, on a une protection totale contre le décès, l'hospitalisation, etc. Mais comme on sait que des personnes âgées, d'habitude, réagissent plutôt un peu moins bien, on n'a pas osé extrapoler en Belgique cette protection totale contre les formes graves aux personnes âgées, puisqu'on n'a pas cette preuve par le fait qu'elles-mêmes aient été vaccinées, exposées au virus. Et donc, je pense que comme nous disposons pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées de vaccins qui sont, eux, montrés efficaces chez les personnes âgées jusqu'à, dans les études, 94%, on a bien fait de prendre cette précaution, mais on n'a pas de crainte chez les personnes plus jeunes, de moins de 55 ans, où le vaccin, là, donne cette totale protection sur les formes graves. Ok. Et est-ce qu'on sait déjà, est-ce que ce vaccin contre le COVID, het vaccin, is dat iets wat jaarlijks terug zal komen? Moeten we ons jaarlijks vaccineren, zoals we met de griepvaccin? Donc, est-ce qu'il y a une obligation annuelle? Daar weten we nog niet. Hein. Le gros problème, c'est effectivement la durée de la protection. C'est le cas d'ailleurs pour la durée de la protection que donne l'immunité naturelle si on a fait la maladie. On estime actuellement qu'elle est de l'ordre d'au moins 8 mois. Je pense que quasi tout le monde pense que le vaccin protégera au moins de l'ordre d'une année, sans doute plus.
sous réserve bien sûr qu'on apparaisse des mutants qui échapperaient à la vaccination. Et que par rapport aux souches que nous connaissons maintenant, cette immunité devrait être assez prolongée. Je pense que par rapport à la souche non mutante, il n'y aura probablement pas besoin de rappel avant plusieurs années, mais que l'évolution des souches du virus fera peut-être qu'on aura besoin de compléments, un petit peu comme quand vous avez une voiture électrique avec des softwares que l'on met à jour à distance. Eh bien, on devra peut-être mettre notre software immunologique à jour en nous faisant un rappel tous les quelques temps qui rendra notre production d'anticorps plus adéquate pour les nouveaux variants en se basant Ja. sur tout ce que notre système a déjà appris pour les anciens variants. Ja. Ons publiek vandaag, het zijn vooral directies van zorginstellingen. Hè. Ze hebben eigenlijk toch nog twee vragen die vaak terugkomen. Wat na een vaccinatie? Welke voorzorgmaatregelen moeten we nog nemen? Hè? Donc, après une vaccination, quelles mesures, quelles barrières de sécurité on doit encore garder? En dan een tweede vraag. Ja, de antivaxbeweging in Brussel is groter dan elders. Hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik het beste mijn personeel op een correcte wijze informeren? Donc, le groupement, les gens qui sont contre la vaccination est très large, surtout à Bruxelles. Comment est-ce que je peux informer, sensibiliser mon personnel? Tout à fait. Alors là, je pense que, bon, il existe et il va exister, mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore une très bonne communication. C'est dommage là-dessus. Ça devrait arriver dans les peu de semaines devant nous, concernant sur différents sites, différents dépliants, différentes petites vidéos et autres qui expliquent de manière peut-être un peu plus simple que je l'ai fait aujourd'hui, les raisons pour lesquelles ces vaccins sont sûrs et sont efficaces. Parce que je pense que c'est un des gros problèmes, c'est l'information qui circule sans aucun contrôle sur Internet, où il y a des bonnes choses, comme vous savez, mais malheureusement aussi beaucoup de mauvaises choses et beaucoup d'inventions, et entre autres dans tout ce qui est anti-vaccination. Je pense qu'effectivement, c'est rappeler aux gens que ces vaccins ne sont pas tombés comme ça du ciel, ils sont passés par toutes les mêmes instances régulatoires que les vaccins classiques. Simplement, on a fluidifié le passage de ces vaccins en éliminant d'autres molécules qui n'ont pas été examinées pendant la période en question et surtout en faisant cet échange constant d'informations dont on a discuté entre nous et en bénéficiant surtout des techniques modernes de production de vaccins qui vont nous permettre d'ailleurs, soit dit en passant, pour des tas d'autres maladies dans le futur, on l'espère tous, d'avoir beaucoup plus de vaccins qui vont apparaître sur des maladies pour lesquelles nous n'avions pas encore de vaccins pour l'instant. Donc je pense qu'il faut essayer d'écouter les gens, essayer de les raisonner par rapport à des éléments comme ces vaccins ont à peine été testés. Non, on a testé ça sur des dizaines de milliers de personnes, c'est-à-dire entre 3 et 10 fois plus qu'un vaccin classique. Non, ils n'ont pas été soumis aux mêmes instances. Si, c'était exactement le même parcours. Simplement, on a facilité le passage des informations depuis les chercheurs vers les personnes qui devaient inspecter les choses. On a produit le vaccin beaucoup plus tôt, c'est pour ça qu'il est apparu beaucoup plus tôt. On a investi beaucoup plus dans cette maladie. C'est peut-être dommage pour d'autres qu'on a fait dans d'autres maladies et c'est permis d'arriver aussi vite à un résultat. Alors, concernant toute la partie de qu'est-ce qu'il faut prendre encore comme précaution, eh bien, ça dépendra beaucoup dans le futur, justement, du fait que ce vaccin fait ou pas une barrière par rapport à la transmission. Il y aura très clairement un monde avant et après la vaccination, entre autres dans les institutions. Et on doit encore pour l'instant un peu mieux clarifier au niveau des groupes d'experts, au niveau des instances comme le Conseil supérieur de la santé, ce que l'on pourra, et puis au niveau du politique, bien sûr aussi, puisque le politique à la fin va prendre la décision, de ce que l'on pourra permettre, et on espère tous, entre autres dans les institutions, pouvoir permettre des échanges plus libérés entre, d'une part, les gens qui sont dans les institutions et les gens qui sont à l'extérieur. Si nous avions tous nos apaisements concernant la barrière de transmission, je pense qu'on pourrait déjà dire plus de choses sur la libéralisation qui pourrait advenir. Actuellement, comme on sait, l'effet protecteur sans compter l'effet de transmission, on est un peu dans la retenue, mais il est clair que le taux de vaccination à certains endroits va permettre, on pense aux maisons de repos, de revoir beaucoup plus facilement des visites et surtout des vies communes, bien sûr, d'ergothérapie, de repas ensemble, que c'était auparavant où on le faisait avec une certaine crainte que le virus puisse s'y répandre rapidement. Mais là aussi, toutes ces améliorations et ce retour à une vie normale
vont être faits pas par pas et pour l'instant, les décisions n'ont pas encore été finalisées à ce niveau-là. Mais il y aura clairement un retour à une vie entre guillemets normale et puis à une vraie vie normale liée à cette vaccination. Oké, dat is een leuk vooruitzicht waar we allemaal naartoe leven. Merci, dokter Van Latem. J'ai compris que vous avez encore un agenda chargé cet après-midi avec des autres obligations. Donc, merci de libérer votre agenda et de passer votre temps avec nous ce midi. Donc, mesdames et messieurs, donc je propose de continuer maintenant avec une petite présentation sur le comment et les aspects opérationnels, pratiques de la vaccinatie. Dus dames en heren, we gaan nu verder eigenlijk met het webinar met een meer praktisch gedeelte. Dag dokter Van Latem, tot ziens. Over eigenlijk de organisatie van vaccinatie, hoe het zal verlopen in uw centrum. Jurgen, wij zien nu uw scherm al, maar nog niet de PowerPoint zelf. Ik denk dat er iets fout loopt. Nee. We gaan dat even rechtzetten. Voilà, en dan share. Zo, screen monitor. Ja, daar komt hij. Ja. Voilà. Oké, u hebt het woord, dank u. Dank u. Dus zien jullie mijn scherm nog eens? Ja, maar je mag het in presentatiemodus zetten. We zien ja, klein technisch probleempje. Nog altijd niet? Nee. Oké, dan moeten we even terug aanpassen. Sharing. Zo. Voilà. Nu zou het moeten goed zijn. Klopt, dankjewel. Ja. Oké, goed. Welkom iedereen. We zijn inderdaad al een paar weken bezig. We zijn goed opgestart met onze rusthuizen. Maar we hebben natuurlijk een grote schaarste met de vaccins, waardoor dat we niet op het tempo kunnen vooruitgaan dat we zouden willen vooruitgaan. En dan eindelijk zijn jullie ook aan de beurt vanaf 1 maart. Donc, on a déjà commencé depuis le 4 janvier à vacciner dans les MRS. On a bien avancé, mais pas à la vitesse qu'on avait espéré suite à des pénuries avec les vaccins. Vous voyez ici les plans. Donc, c'est la stratégie pour notre région à Bruxelles. Mais on suit dans toutes les étapes aussi les conseils au niveau fédéral et du conférence interministérielle. Donc, vous voyez, en février, on continue les maisons de repos, les résidents, les employés. À l'heure actuelle, tous les résidents ont déjà eu leur deuxième dose. Et la semaine prochaine, on continue avec les employés pour donner leur deuxième dose. Entre-temps, on a commencé le 18 janvier avec une quantité très limitée en Pfizer et Moderna dans les hôpitaux. Et suite au conseil interministériel du samedi passé, on continuera dès qu'on a les vaccins disponibles avec des AstraZeneca pour en dessous de 55 ans et Pfizer et Moderna au-dessus de 55 ans. On a donné les priorités aux hôpitaux avec les personnes en contact. Et il y a toute une catégorie de priorités, donc c'est-à-dire les services urgences, les soins intensifs et les services COVID. Achteraf gaan we ook verder doen met alle personen die niet in contact zijn volgens dezelfde manier. Ondertussen zijn we ook opgestart met de eerste lijn. Dus we zijn begonnen met de huisartsen, met de verzorgenden die niet in een ziekenhuis werkten of in een rusthuis, met de tandartsen. En momenteel zijn we al begonnen met Moderna in het vaccinatiecentrum Pacheco. Et le lundi prochain, on commence au Pacheco avec une quantité très limitée en AstraZeneca. Donc ensuite, et c'est pour là que vous êtes tous là, on va commencer avec
ce qu'on appelle la phase des autres collectivités. Donc, vous voyez, on travaillera avec deux genres de vaccins. Le vaccin de Pfizer pour tout le monde au-dessus de 55 ans et le vaccin d'AstraZeneca pour les gens en dessous de 55 ans. Naturellement, on va garder l'esprit logique là-dedans. Si vous êtes une entité avec 50 personnes et 40 personnes en plus de 55 ans, on va faire tout le monde avec Pfizer et le sens inverse. En tout cas, on regarde l'esprit logique et aussi on tient compte de toute la logistique qui est derrière. Pour les 65 plus, on utilisera, quand on commence à cette phase-là, avec Pfizer et Moderna, et là aussi via les centres de vaccination. Également, pour la phase suivante, tout le monde avec des comorbidités, en dessous de 55 AstraZeneca, au-dessus Pfizer ou Moderna. Vous voyez bien au-dessus, on marque Tentative Timing in Functional Vaccine Supply. C'est ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. On doit accélérer ou arrêter les phases au niveau des livraisons. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est très important pour vous? C'est le plan de vaccination. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à sensibiliser tout le monde. Je suis sûr et certain que la majorité parmi vous l'a déjà fait. Dus uw mensen sensibiliseren, uitleggen wat het vaccin is, waarom dat je moet gevaccineerd worden en jezelf ook heel goed voorbereiden. Ik spreek hier nu vanuit naam van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, GGC of COCOM. Maar wij werken dus samen met Dienst voor Verenigd College, met Iris Care en met COCOF. En tezamen pakken wij deze vaccinatiecampagne aan en dus wij hebben ook heel veel promotiemateriaal. Jullie zien affiches en folders en de meeste zijn al toegekomen bij jullie en anders gaan ze begin volgende week waarschijnlijk toekomen. Maar kijk ook zeker naar de websites. Op alle websites van Coronavirus Brussel, van Iris Care, van COCOF, daar vinden jullie linken terug en heel veel informatie. Neem gerust even de tijd, ga eens een paar uur achter uw computer zitten en bekijk hoe wat er allemaal op staat, hoe dat je je mensen kan sensibiliseren, helpen en welke tools die dat wij jullie tezamen aanreiken. Donc, il y a aussi un de nos tools, c'est un fichier Excel. C'est bien indiqué quand vous regardez sur le site web que le mieux pour vous organiser, c'est d'utiliser un sheet Excel. Pourquoi? Ça vous aidera à faire la liste à l'avance avec tout le monde qui travaille ou qui réside chez vous. Et après, il y a une phase où il faut encore enregistrer tout le monde qui est vacciné dans un système qui s'appelle VaccinNet. Et quand vous utilisez ce fichier Excel, après vous pouvez faire des copier-coller dans un autre fichier CSV que vous pouvez télécharger en VaccinNet. C'est très très important parce que uniquement sur base de ces données-là, la personne aura toujours pour le reste de sa vie une preuve qu'il est vacciné contre le Covid. Maintenant, quand vous allez commander vos vaccins, il y a un formulaire web, c'est sur le site de Iris Care, vous allez recevoir tous le lien. D'ailleurs, si vous loguez là-dessus, vous le voyez. Il faut un mot de passe, le mot de passe que vous recevrez, et là, vous passez la commande avant le 18 février. Les vaccins partiront des hôpitaux UP. Donc, à Bruxelles, on a en total 7 hôpitaux UP, et ces hôpitaux, ils gardent les différents vaccins dans leur congélateur ou réfrigérateur, et ils vont les distribuer. Un petit mot d'explication, je ne veux pas aller en détail pour tout le texte, mais par exemple pour le Pfizer, ça demande
tout un processus, comme il est congelé à moins 70, entre moins 70 et moins 80 degrés. Il faut le décongeler, il faut le transporter d'une façon spéciale pour que ça reste à température réfrigérateur. Là, le travail où elle commence chez vous, le jour de la livraison, comme les vaccins pour le moment, c'est un peu comme de l'or. De vaccins zijn heel kostbaar momenteel, dus van het moment dat u de vaccins in ontvangst neemt, dan is er ook een soort van mini-procedure waar dat je moet aftekenen en de temperatuur moet checken voor te zien dat de vaccins nog op de juiste temperatuur zijn. Je ziet ook staan op de site een gekalibreerde koelkast. Wat wil dat zeggen? Dat wil gewoon zeggen dat u een kleine koelkast vrij moet maken waar dat u uw vaccins kan in bewaren en dat u enkele dagen op voorhand de temperatuur zal moeten registreren in een logboek, een manueel logboek. U gaat ook vanuit Iriscare daarvoor een thermometer krijgen. Dus ik ga u straks nog alles uitleggen wat u gaat krijgen. Dat is in een van de volgende slides. Op de vaccinatiedag, dus vous voyez tous ici vaccination réalisée dans les 5 jours. Ça veut dire quoi? Notamment pour le vaccin de Pfizer, quand il est décongelé à l'hôpital, dans l'hôpital Hub, il y a encore 5 jours pour l'administrer. Parce qu'après 5 jours, nous sommes plus sûrs de la qualité du vaccin. Donc, qui va vacciner? Ou les services du médecine de travail qui peuvent vacciner le personnel et le médecin coordinateur ou autre et infirmier vaccine les résidents et le personnel. L'enregistrement, très important, vérifiez ça à l'avance, que le médecin qui va administrer a déjà bien son accès au vaccinet, qu'il suit la procédure de vaccinet qui fait l'enregistrement, pas au nom de son cabinet, mais au nom de l'entité où il fait les vaccins, parce qu'autrement, on n'a plus de contrôle après. Un peu plus en détail, pour les bénéficiaires, c'est le médecin, le vaccinateur ou l'assistant administratif qui va aussi enregistrer les vaccinations dans une liste qu'il peut télécharger dans Vaccinet. Voor de permanente personeelsleden doet u best een beroep op uw arbeidsgeneesheer. Die zal zelf ook de registratie doen in Vaccinet volgens de Excel-lijst. Het kan ook altijd stuk voor stuk, het kan ook manueel het registreren. Voor de mensen die niet op uw payroll staan en de vrijwilligers, daar kan de geneesheer of de vaccinator alles registreren. Dan nog een klein woordje over de vaccinatiecentra. Waarom? Omdat er waarschijnlijk hier mensen aanwezig zijn die geen vaccins in hun collectiviteit zullen toedienen, maar die opgeroepen zullen worden naar een vaccinatiecentrum. Dus indien u mobiel bent en indien er geen mensen resident zijn, overnachten, blijven slapen, permanent bij u zijn, bijvoorbeeld sommige mensen met ambulante patiënten, dan is de kans groot dat u opgeroepen wordt naar een van onze vaccinatiecentra. Dit zijn momenteel onze 10 huidige vaccinatiecentra, met de allergrootste, ook de grootste van België, op de Heizel, het Militair Hospitaal als tweede grootste met de helft van de capaciteit. En dan hebben we nog 8 andere vaccinatiecentra met 5 boxen. Je ziet in kleine cijfertjes de capaciteit. De Heizel kan 111.600 vaccins per maand zetten. Dat is een gigantische hoeveelheid. Als u al die cijfertjes gaat optellen, dan ziet u dat we heel snel iedereen kunnen vaccineren in de vaccinatiecentra. Dus het hangt eigenlijk gewoon af nog van de vaccins die we gaan krijgen. Donc, pour les phases, ne paniquez pas, et tout est sur les sites. Vous voyez vraiment bien expliqué. Le circulaire que vous avez reçu la semaine passée de la part de Iriscare, c'est très très important. Il faut absolument le lire parce que tout est
clairement bien expliqué là-dedans. Dus Johan heeft vorige week een circulaire rondgestuurd. Het is belangrijk dat u die zeer goed leest. We hebben onze ervaring gebruikt van de woonzorgcentra, van de rusthuizen. En dan hebben we de hoofden te samengestoken met COCOF, SCR en Iriscare van hoe dat we die circulaire konden verbeteren naar jullie toe. Dus de meeste kinderziektes zullen er nu wel uit zijn, dus lees die zeker goed. Kijk ook zeker eens naar de Standard Operating Procedures. Dat zijn de procedures opgesteld door het commissariaat van vaccinatie. En daar staat alles tot in detail uitgelegd hoe dat je moet vaccineren en telkens voor de verschillende vaccins, voor Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Nu, waarom is Moderna uitgesloten in een collectiviteit? Omdat die niet getransporteerd mag worden op koelkasttemperatuur. Dus de Moderna-vaccins zullen enkel in de vaccinatiecentra of in de ziekenhuizen kunnen gebruikt worden. Dus voor jullie hebben we momenteel 2 vaccins beschikbaar. Een heel belangrijk punt, punt 3, le point 3, c'est très important. Tous les bénéficiaires qui sont incapables d'exprimer leur volonté, de wilsonbekwamen in het Nederlands, pour ceux-là, il faut absolument le document de consentement. Zeker een consentementdocument op voorhand laten invullen. Pour là, vous savez, c'est le représentant légal ou le tuteur qui doit signer ce document. Utilisez, on conseille vivement d'utiliser le tableau Excel, questionnaire pour la vaccination, et regardez tout le matériel d'information pour les bénéficiaires et les membres du personnel. N'oubliez pas d'utiliser le tool d'Excel pour le télécharger en VaccinNet. En dan hebt u ook nog een vragenlijst om de temperatuur van de koelkast te monitoren en al het materiaal dat u krijgt. Het materiaal dat u krijgt, daar krijgt u ook, dat gaat eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een naaldcontainer ga je krijgen, nierbekkens ga je krijgen, zelfs het plakkertje voor na de spuit op uw arm te plakken. Dus jullie gaan echt alles krijgen, ook verstuurd door Iriscare. En dan kan ik jullie alleen maar heel veel succes wensen en jullie danken voor jullie medewerking en jullie proactiviteit. En als er vragen zijn, dan kan u ons altijd contacteren. Dat staat ook in de circulaire. Veel succes ermee. Dank u wel, Jurgen, voor uw toelichting. Mag ik u toch nog enkele vragen stellen die ik hier eigenlijk krijg in de chat. Ik ga even naar boven scrollen. Ik ga er le vaccin deviendra-t-il obligatoire ou pas? C'est quoi un peu l'histoire ou la décision derrière? Non, le vaccin, n'est pas obligatoire. Ça reste volontaire. Ça, c'est clair. Okay. Et j'ai aucune vue là-dessus si ça pourra changer dans l'avenir, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Est-ce que vous pouvez encore une fois répéter en bref, dans une collectivité, quelles sont les règles, qui vont recevoir l'AstraZeneca et qui va recevoir le Pfizer ou le Moderna? Est-ce que, en bref? Donc, quand vous allez passer votre commande, donc sur le formulaire sur le site web, vous devez aussi noter l'âge, donc en dessous de 55 ans et au-dessus de 55 ans. Basé sur ça, on va choisir quel vaccin vous sera envoyé. Donc, si vous avez plus de 55 ans, ça sera normalement Pfizer, parce qu'on ne donne pas l'AstraZeneca au-dessus de 55 ans et autrement AstraZeneca. Donc, si vous avez, ça peut être les deux, ça peut être un, tout dépend aussi des disponibilités. Donc, on doit le faire avec les moyens qu'on a et pour le moment, c'est toujours la pénurie. Ok. Les centres où on va vacciner, où les membres du personnel seront vaccinés dans un centre de vaccination, là, je pense que un processus va encore mettre en place
pour inviter ces gens. Dus voor personeelsleden die naar een vaccinatiecentrum moeten gaan, daar zal nog een procedure uitgewerkt worden hoe die personen zullen opgeroepen worden, denk ik. Hè? Ja, absoluut. Daar zijn we momenteel volop mee bezig. Hè. We kijken of dat we kunnen gebruik maken van het nationale systeem via Dockler, of dat we andere systemen moeten gebruiken, maar sowieso gaan die mensen dan uitgenodigd worden. En er gaan ook nog er is een project bezig met mobiele equipes, waar dat er een ondersteuning vanuit de gemeente eventueel kan komen om mensen te vervoeren. Dus al die zaken zijn zeker nog in ontwikkeling. Ja. Ok. Dernière question. La date du 18 février, est-ce que vous pouvez encore un peu répéter pourquoi c'est important que les gens passent leurs commandes avant le 18 février? Ce deadline, ça vient de où? Dus van waar komt die deadline van 18 februari? Wat houdt dat net in? Wel, wij moeten natuurlijk zien dat de vaccins ook voorradig zijn. Hè? Dus wij moeten elke collectiviteit koppelen aan een hubziekenhuis van waar dat de vaccins gaan vertrekken. We moeten zien op voorhand dat die vaccins daar aanwezig zijn. We moeten voor transport regelen. Dus je hebt een gans logistiek systeem dat erachter zit. En als wij op 1 maart willen van start gaan met de eerste collectiviteiten, dan moeten wij dit zeker weten op 18 februari, dat wij genoeg tijd hebben om al die operationele processen in gang te zetten. Donc, si je le répète en français, il y a plein de processus opérationnels et logistiques qui sont derrière. On doit lier chaque collectivité à un hôpital hub. Il faut voir que les vaccins sont disponibles dans ces hôpitaux hub. Hein, donc, il faut encore un pas en arrière avec un rétro-planning. Regarder s'ils sont bien commandés, s'ils sont bien disponibles. Et c'est pour ça qu'on a mis cette marge de autant de jours. Si on n'a pas les commandes pour le 18 février, ça va nous rendre très facile pour commencer le 1er mars avec les premières collectivités. Ok, j'ai bien compris. Merci, merci Jurgen de passer votre midi avec nous. Bedankt Jurgen om bij ons te zijn. Dames en heren, wij begrijpen dat er, gelet op de typische eigenschappen van collectiviteiten, dat het soms moeilijk is om zo'n vaccinatiecampagne op poten te zetten. Daarom hebben wij eigenlijk ook gevraagd eigenlijk aan de mensen van Artsen zonder Grenzen om hier eigenlijk deze middag aanwezig te zijn en om ons een beetje meer uitleg te geven over hoe zij te werk gaan, welke ondersteuning zij al geboden hebben in het verleden bij de rusthuizen. Donc, parce que organiser une campagne de vaccination, ça se fait pas en 1, 2, 3. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé aux Médecins Sans Frontières qui ont donné aussi leur support pendant la campagne de vaccination dans les maisons de repos et de soins, de partager avec nous un peu leurs best practices et quelques conseils pour améliorer la sensibilisation. Donc chez nous, c'est Madame Veerle-Baertens et Madame Anne Koudiakov. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous, merci. Alors, moi je vais parler principalement français et ma collègue Veerle pourra faire un petit résumé en néerlandais. Mon néerlandais n'est pas assez fort, et aussi pour les questions s'il y en a. Donc effectivement, Médecins sans frontières fait des séances de sensibilisation, donc il n'y a aucune volonté de faire des couvertures et d'être ultra actif, mais d'être en collaboration avec les autorités compétentes, ce que nous faisons activement avec Iriscare. Et donc notre objectif premier, c'est de faire ces séances. Ce n'est pas de convaincre, mais de vraiment donner une information générale, orientée, le plus éclairée possible. Comme on l'a déjà vu aujourd'hui, et le docteur Van Latem l'a mentionné plusieurs fois, ce n'est pas facile, selon le public qu'on a devant soi, d'avoir un message très général, simplifié, et en même temps répondre à des questions très spécifiques. Donc nous, ça fait maintenant 6 semaines qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc voilà, le premier objectif quand on arrive sur place, parce que nous voyons vraiment une valeur ajoutée d'essayer de le faire en présentiel. Je sais que c'est pas facile avec le Covid et on peut pas couvrir en nombre
donc en termes de quantitatif, toutes les collectivités en même temps. Mais aller sur place permet vraiment de rencontrer le public, rencontrer les gens et d'aller au cœur du problème et des préoccupations surtout. Donc ce qu'on fait en général, c'est que donc voilà, on exprime qu'on n'est pas là pour convaincre, mais pour informer et d'essayer de répondre aux préoccupations. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on se présente, bien sûr, effectivement, MSF, on a ce côté neutre et impartial qui nous permet par moment, selon le terrain, d'avoir une certaine confiance de la part des gens, ce qui n'est pas toujours simple pour les autorités parce qu'il y a 36 informations qui passent en tout genre. Et on fait un petit sondage d'emblée de qui a envie de se faire vacciner. Donc oui, non, peut-être. Donc c'est plutôt pour nous, pour avoir des chiffres et essayer de comprendre voilà, qui on a devant nous. Ensuite, on met aussi un espace de sécurité, à savoir, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a toutes les questions ont leur place dans des sessions de sensibilisation, ça c'est super important. On continue avec un petit mot d'introduction et de présentation assez basique sur l'immunité et la vaccination en général, parce que c'est super important de revenir à des bases, parce qu'on a toujours l'impression, même si on en parle depuis des semaines, que c'est quelque chose que tout le monde comprend, de quoi on parle, mais ça n'est pas le cas. Et donc, on revient à une explication simplifiée, basique, mais orientée sur l'immunité et la vaccination. Ensuite, souvent, on a un petit support vidéo qui reprend voilà, ce qu'est la vaccination, où on en est. On reparle un peu de tout ce que le docteur Van Natten nous a présenté aujourd'hui sur les phases, l'importance de la vaccination et tout ça. Et en général, là, on s'arrête en termes de présentation, est-ce que nous, on peut apporter, mais là, on écoute les préoccupations. Et c'est important de faire aussi la différence entre juste vos questions, non, quelles sont vraiment vos inquiétudes au jour d'aujourd'hui par rapport à la vaccination, parce qu'il y a des informations partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et donc, les gens sont informés, pensent l'être, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même encore des préoccupations. Et donc, c'est ça vraiment un peu le cœur de la sensibilisation et des séances d'information, c'est vraiment d'essayer d'aller au cœur de ce qu'on a dans, voilà, ce qui nous inquiète encore aujourd'hui. Et là, donc c'est des séances qui durent plus ou moins 1 heure. On passe à travers le contenu proprement dit sur base des questions. D'où l'importance d'aller sur place, parce qu'il y a tout le côté formel et aussi le côté informel après, où les gens reviennent nous parler et viennent nous poser des petites questions en fonction de leur situation. Voilà, on évoquait les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus dans voilà, dans ce qu'ils vivent au niveau personnel. Et puis, on termine par les mêmes questions du sondage après la session. Donc, c'est très rapide. Hein, les gens n'ont pas encore digéré proprement dit le contenu, mais est-ce que vous voulez toujours vous faire, est-ce que vous voulez vous faire vacciner? Oui, non, peut-être. Et aussi les raisons principales de si vous ne le voulez pas, quelles sont les raisons principales. Comme ça nous permet, nous, de continuer à travailler sur le contenu. Alors, les grands challenges qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est la diversité des vaccins. Bon, on n'a que 3 presque accessibles, mais avec des méthodes différentes, et donc on essaye d'être d'être pas trop dans le détail. Et bien sûr, à travers les questions, on va dans le détail, voilà, technique, technologique, logistique, mais c'est d'essayer de vraiment prendre la distance, et la vaccination et les vaccins, quels qu'ils soient, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, pourra être bénéfique. Voilà, je pense que Verle peut peut-être refaire un point en néerlandais. Hallo, goedenavond. Ja, dus met Artsen zonder Grenzen zijn wij nu al een maand of 2 actief om sensibilisatiesessies te geven in de woonzorgcentra rond de vaccinaties. We doen dit in de woonzorgcentra zelf, omdat we het heel belangrijk vinden dat we ter plaatse kunnen gaan om eigenlijk interactief te communiceren met de mensen waarvoor we dit doen. De bedoeling is om dit in samenspraak te doen met
de verschillende instanties die al werken rond de vaccinatie. We willen zeker niet overroelen, maar we vinden het gewoon belangrijk dat iedereen het recht heeft op informatie. We gaan niet naar daar om te overtuigen, maar we vinden dat iedereen het recht heeft op de informatie die voorhanden ligt. Er gaat zoveel de wereld rond op sociale media en dus we willen correcte, wetenschappelijk bewezen informatie geven en op basis daarvan kunnen de mensen zelf nog hun beslissing maken. Onze sensibilisatiesessies beginnen met een kleine introductie. Wie zijn wij? We zijn Artsen zonder Grenzen. We hebben redelijk wat expertise in vaccinatiecampagnes over de wereld. We willen een beetje uitleg geven over hoe werkt ons immuunsysteem en wat zijn vaccinaties juist in het algemeen. En dan gaan we dat ook een beetje toespitsen aan de hand van een filmpje op COVID. En daarna is het vooral eigenlijk de vloer aan de mensen zelf geven van wat zijn jullie verontrustheden, wat zijn jullie angsten rond het vaccin. En zo gaan we eigenlijk in interactie met mensen. Ja, dat is een klein beetje kort, denk ik. De moeilijkheden nu zijn de verschillende vaccins inderdaad. In het begin hadden we het dan vooral over Pfizer en Moderna en de nieuwe mRNA-techniek. Maar nu zitten we dan ook nog met de verschillende vaccins, wat dan bij heel veel mensen heel veel vragen opbrengt. Die verschillende effectiviteitscijfers, wat is dat nu juist? En waarom is het belangrijk om ons toch nog te laten vaccineren? Oké, dus de collectiviteit. Ja. En dus de collectiviteiten kunnen eigenlijk via ons, via een van de administraties, eigenlijk vragen, signaal geven dat zij nood hebben aan ondersteuning. En dus komt die vraag bij jullie terug. Donc, les collectivités qui veulent de support dans le genre de sensibilisation, quelque chose, donc peuvent passer via leur administration respective, donc demander un support vers vous. Ok. Tout à fait. On est là. Ok. Merci d'être là et de passer, passer votre temps avec nous. Voilà, mesdames et messieurs, je vois qu'il y a encore des questions plutôt de manière pratique qui se posent dans le mail. Je vous invite de regarder aussi donc le circulaire qui se retrouve sur nos sites web respectifs. Et déjà beaucoup de questions, la majorité des questions sont répondues là. Vous allez aussi encore recevoir une communication supplémentaire via un mail de notre part. Juste pour être clair, donc on aimerait bien avoir donc une première vue sur la quantité de vaccins que nous devons réserver pour vos collectivités pour le 18 février. Dus ik zie dat er nog een paar praktische vragen binnenkomen op de chat. Twee van die vragen zijn eigenlijk beantwoord al in onze omzendbrieven. U zal ook nog in de loop van de komende dagen communicaties eigenlijk ontvangen van de respectievelijke administraties. En ik onderlijn toch nog eens het belang om eigenlijk voor 18 februari toch ook al het webformulier zeker en vast in te vullen, zodat we dus eigenlijk die vaccinatieoefening verder in detail kunnen inplannen. Voilà, mesdames et messieurs, cela nous amène un peu à la fin de cet après-midi ensemble. Merci beaucoup à nos intervenants. Donc, l'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne sur notre site web et sur ceux de nos partenaires. Dames en heren, dus ja, hiermee komen we eigenlijk een beetje aan het einde van onze namiddag samen. De opname van deze webinar zal online worden geplaatst. Juste encore une question, le mot de passe, quand le mot de passe se retrouve dans le circulaire et il est déjà communiqué à vous avec le circulaire. Donc voilà. Rest mij u nog eigenlijk nog een fijne vrijdagnamiddag te wensen en voor straks ook een heel prettig weekend. U ziet, het licht gaat hier al uit. Houd veilig en graag tot binnenkort. Il ne me reste que plus à vous souhaiter tous et à toutes un joyeux vendredi après-midi encore et un agréable week-end pour vous tous.
gardez la sécurité et j'espère bien à bientôt. Au revoir.